Cette année, nous avons franchi des étapes cruciales ensemble. Malgré la violence des attaques, TVL a résisté à la censure bancaire orchestrée par la Macronie et en guise de réponse, nous avons atteint le 1 million d'abonnés. Mais avec son label médiatique, Emmanuel Macron espère maintenant verrouiller l'information pour tuer toute forme de contre-pouvoir d'ici 2027. Il veut tuer les médias indépendants qui échappent à son contrôle. Les patrons des plateformes numériques ont d'ailleurs avoué sous serment qu'ils manipulaient les réseaux sociaux et leurs algorithmes pour masquer les informations qui déplaisent au pouvoir. Ils nous appellent les contenus gris, ceux qui respectent la loi, mais pas la doxa. En 2017 et en 2022, le système voulait que vous écoutiez Macron, que vous regardiez Macron, que vous lisiez Macron, que vous mangiez du Macron midi et soir. Et ils feront pareil avec leur nouvel élu. Les unes des magazines d'oligarques, les 20 heures du service public, les officines atlantistes et otaniennes qui veulent la guerre, leur favori inondera vos médias. Sans TVL, vous aurez la nausée. Si TVL disparaît, c'est la figure de proue de l'information alternative indépendante qui meurt. C'est la liberté d'expression qui recule. Ce sera la victoire du système que nous combattons. Et si je demande aujourd'hui votre aide, ce n'est pas seulement pour tenir, c'est pour grandir avec vous, développer notre indépendance, multiplier nos programmes et décupler notre force de frappe. Il ne reste que quelques jours, alors mobilisez-vous dès maintenant, je compte vraiment sur vous. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce samedi politique, tout particulièrement parce que c'est le dernier de l'année, donc il ne faudra pas le rater. Alors au programme de cette semaine, on va s'intéresser bien sûr à la situation de notre pays, entre crise des agriculteurs, vestiges du Covid, propagande de guerre et manipulation des décideurs publics. Sommes-nous face à une gouvernance perverse? On va voir ça tout de suite. Depuis quand? Jusqu'à quand? Là aussi, on va essayer de répondre à ces questions pour s'en libérer. Mais avant toute chose, chers amis, n'oubliez pas, cette émission fonctionne uniquement grâce à vous. Alors n'oubliez pas de l'agrémenter du petit pouce en l'air. N'oubliez pas non plus d'écrire vos commentaires juste en dessous. Vous savez que j'y réponds chaque semaine. Et puis, évidemment, relayez cette vidéo au maximum et abonnez-vous à notre chaîne TVL. À tout de suite. Marion Saint-Michel, bonjour. Bonjour Élise. Merci beaucoup madame d'être avec nous sur le Samedi politique, le dernier de l'année. Je l'ai dit, vous êtes psychologue clinicienne, diplômée en sciences politiques. C'est une double casquette absolument parfaite pour cette émission. Et c'est un plaisir de vous avoir à mes côtés. Vous avez publié cette année également La gouvernance perverse, que j'ai prononcée dans le lancement. La décoder et s'en libérer, c'était aux éditions Résurgence. Et bien sûr, chers téléspectateurs, c'est disponible sur la boutique de TVL, sur tvl.fr. C'est mieux qu'Amazon, c'est toujours ça, pour une fois qu'on passe pas chez les GAFAM. Alors Marion Saint-Michel, c'est la première fois que vous venez dans le Samedi politique, mais c'est sans doute pas la dernière. J'espère, volontiers. Souvent, au fil des saisons, je lis dans les commentaires nos téléspectateurs relever parfois nos décryptages sur les décisions politiques, les mesures qui sont prises, en disant « Ne pensez pas que c'est de l'incompétence, ils font exprès ». Et alors vous, très rapidement, la question de l'incompétence, elle est balayée. C'est mon premier message, à vrai dire. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. Je pense que quand on pense qu'ils sont incompétents, malheureusement, on passe à côté de l'essentiel. D'ailleurs, je pense que c'est entretenu un petit peu aussi par le pouvoir, parce qu'on se dit qu'il faut changer les gens, on se dit que ça peut s'améliorer en faisant autrement, et on passe à côté du fait que, selon moi, il s'agit d'un système qui est en place, et que, de ce point de vue, la compétence n'est absolument pas leur problème. Ou plus exactement, ils sont très compétents dans leur domaine, puisque je pense que malheureusement, il s'agit de déstructurer, voire de détruire nos pays européens et occidentaux, au sens où, avec les démocrates américains, on avait la même difficulté. Avec Trump, c'est un petit peu modifié maintenant. Donc si le but, c'est de déconstruire, de déstructurer, voire de détruire, ils sont parfaitement compétents. Nous les trouvons incompétents parce que nous attendons très logiquement qu'ils règlent les problèmes de la nation. Or, ce n'est absolument pas leur objectif. Donc en termes d'incompétence pour détruire la France, c'est finalement une compétence des élites actuelles.
Ils sont compétents dans ce domaine-là. Et en fait, le problème n'est pas qu'ils soient incompétents pour nous, mais qu'ils sont malveillants. Donc, ils n'ont pas l'intention de régler les problèmes qui se posent aux Français, la plupart de ces problèmes étant pour la plupart instrumentalisés par eux. Quelquefois, ils sont créés, ou en tout cas, ils sont utilisés de manière à rejoindre un peu leurs objectifs de destruction du pays. Alors ça, c'est très intéressant justement parce que parfois, c'est vrai qu'on assiste à des déclarations contradictoires, à des renversements de position. On pense par exemple récemment avec le gouvernement français, Sébastien Lecornu, qui pactise, j'allais dire, avec le Parti socialiste pour suspendre la réforme des retraites. Et on a Emmanuel Macron en visite dans je ne sais quel pays européen ou balte, enfin balte et européen d'ailleurs, oui. Et qui dit non, mais de toute façon c'est à peine une suspension, etc., etc. Oui. Et les gens sont un peu sidérés par le caractère contradictoire de ces déclarations. Bien sûr, mais le paradoxe est un mode de gouvernance. On l'a déjà connu pendant le Covid, dans les déclarations contradictoires. Pourquoi ? J'ai eu l'occasion de le dire régulièrement, mais parce que le paradoxe dissocie les personnes qui l'entendent. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, vous ne savez plus quoi penser, et au comble de ça, vous ne pensez plus. Vous arrêtez de penser. Vous attendez d'obéir à ce qui finira par se décider. Donc le mensonge, le paradoxe, les déclarations contradictoires que nous prenons justement parfois nous pour de l'incompétence, du manque de cohérence ou de le manque d'organisation, finalement pas du tout. Ça fait partie des choses de l'ingénierie sociale qui leur permettent de subvertir progressivement la population et de la contrôler parce qu'elle va perdre pied. En quelque sorte. Il y a un point qui est assez intéressant, c'est qu'on assiste plutôt à les élites dirigeantes, on va dire actuelles, sont plutôt toutes favorables à une forme de mixité et de multiculturalisme. En revanche, on voit une homogénéité au sein des institutions de direction de la France qui est assez surprenante. On voit qu'ils sont tous à peu près venus des mêmes écoles, des mêmes entreprises, des mêmes domaines de compétences, la banque, le conseil, par exemple. Et on a finalement le sentiment que de tout cela sort la même incompétence ou compétence selon votre point de vue. Oui, ils ont tous fait les mêmes écoles, ils sont parfois passés par les mêmes associations de Young Leaders ou autres. Ils sortent tous du même moule, y compris quand ils se considèrent comme opposants ou comme partis soi-disant opposés. Finalement, ils font tous la même politique et ça, nous le voyons depuis 40 ans. Ce n'est pas non plus un hasard. Puisque ce que nous avons découvert pendant le Covid et que nous vivons de douloureux aujourd'hui, cette déconstruction, destruction de nos pays, c'est quelque chose qui, de mon point de vue et pas seulement du mien, est en cours depuis 40 ans. Ça s'est construit pour le coup, ou ça s'est déconstruit très très progressivement, et notamment par cette mixité, c'est presque un inceste politique, de ce mélange des genres où on a aussi, bien sûr, les grandes écoles qui ensuite vont pantoufler, ça c'est très connu, mais il faut le rappeler, les gens qui sortent de l'ENA ou ex-ENA, puisque maintenant ça n'existe plus, mais vont ensuite pantoufler dans les entreprises et retournent éventuellement ensuite aux affaires. Et ce va-et-vient est totalement contre nature, parce que vous pouvez bien sûr avoir défendu une politique en tant que comme politique ou dans un parti, et ensuite vous passez dans l'entreprise qui a des intérêts dans cette politique, et réciproquement. Si on doit donner un exemple là, qui me vient à l'esprit, par exemple, si on a travaillé pour un laboratoire pharmaceutique et qu'ensuite on travaille au ministère de la Santé, c'est très délicat de décider si oui ou non le médicament produit par ce laboratoire sera remboursé intégralement ou pas. Surtout quand vous pensez que vous retournerez ensuite dans le laboratoire quand vous ne serez plus en politique. Avant d'y retourner encore après. Avant de retourner éventuellement en politique. Bon, tout ça, ce sont des modes de fonctionnement qui sont totalement antidémocratiques. Et qui flirtent avec la corruption. Et qui permettent la corruption. En tout cas, qui mettent les éléments en place pour que la corruption soit possible. En l'occurrence, la concussion. Mais peu importe, c'est quand même de la corruption. Et il y a un point qui est aussi intéressant dans la corruption. Les gens imaginent toujours qu'il s'agit d'un enrichissement personnel, mais c'est aussi une façon de corrompre moralement, j'allais dire, les décideurs, en partageant avec eux des secrets d'arrangement, de petites affaires entre amis, j'allais dire, pour s'assurer de leur bonne volonté dans certaines prises de décision, par exemple. Mais exactement. C'est ce que Jean-Dominique Michel, qui a préfacé mon livre, a décrit de manière tout à fait sensée. C'est ce qu'on appelle la corruption systémique. C'est le système qui est corrompu. Et c'est d'autant plus pervers que, d'une certaine manière, vous pouvez vous retrouver à poser des actions qui ne vous semblent pas amorales,
Parce que le système vous y pousse. Je pense par exemple aux médecins qui reçoivent des prébendes ou à qui on offre des voyages au bout du monde, etc. Dans un premier temps, il n'y a rien d'alarmant à faire ce genre de choses. Mais quand c'est trop systématique et que vous n'avez pas le temps en plus d'étudier le produit que vous êtes censé mettre en avant, ça finit par poser un problème. Mais c'est extrêmement délicat. Vous voyez, c'est tout le problème de la perversion d'ailleurs, c'est qu'elle ne s'affiche pas. Quelqu'un qui fait vraiment le mal, qui pose une action très très négative, vous le voyez immédiatement. Mais la perversion, c'est beaucoup plus délicat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça dérape, et si vous n'avez pas, je dirais, le positionnement moral, pour ça que moi je parle un peu des vertus aussi dans mon livre, c'est totalement démodé mais extrêmement nécessaire, c'est la vertu qui vous empêche à un moment donné de dire, mais là, j'ai le droit en fait, je peux faire ça, ça n'est pas illégal, mais ça ne me paraît pas sain. Donc je ne vais pas le faire. C'est tout le problème posé, la différence entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Parce que beaucoup de choses actuellement en France sont légales, elles sont déjà pas légitimes, voire elles sont amorales. Nous venons de le voir avec les agriculteurs récemment. Ce qui a été fait, enfin d'ailleurs c'est pas tout à fait vrai ce que je dis parce que tout n'était pas nécessairement totalement légal dans ce qui s'est fait, mais ça finit toujours par être recouvert d'un vernis légal, mais en fait moralement c'est juste une honte. Vous êtes venu en compagnie de votre petite vache en symbole de soutien d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça que je suis venue avec ma petite vache, parce que je pense qu'il va falloir que tous les Français soutiennent les agriculteurs, à tout point de vue, on y reviendra certainement tout à l'heure, mais ce qui se passe pour eux, c'est ce qui se passe pour chaque Français. Faites attention qu'elle ne soit pas dépistée, hein, parce qu'elle pourrait avoir la dermatose. Vous avez raison, je n'ai pas vérifié, mais j'empêcherai qu'on me la prenne. En plus, il existe des traitements, donc je m'en occuperai. Tout à fait. J'aimerais vous faire regarder une petite séquence, Marion Saint-Michel, une petite séquence qui date de 2017. Elle est pile entre deux tours, les deux tours de la présidentielle, et on regarde, c'est Emmanuel Macron qui parle. Si je n'étais que la cupidité, je n'aurais pas choisi de quitter la banque d'affaires, ou alors je serais un être extrêmement complexe, voire pervers. C'était étonnant comment vous dites ça, franchement. Ben non, mais c'est vrai. Alors non, je vous rassure tout de suite, Marion Saint-Michel, je ne vous demanderai pas de faire l'analyse d'Emmanuel Macron, d'abord parce que cette émission dure moins d'1 heure, donc nous n'aurons pas le temps. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on voit le pourquoi. Pourquoi, à un moment donné, un dirigeant politique qui prétend à la plus haute fonction de l'État s'amuse ainsi à flirter avec le premier degré, le second degré, avec l'utilisation d'un terme que déjà beaucoup de ses opposants lui ont assigné. Pourquoi ça? Comment vous l'analysez? Ça, c'est un élément de la perversion. C'est aussi un élément de la psychopathie qui est d'une certaine manière un peu la forme la plus avérée, la plus lacmée un peu de la perversion. C'est-à-dire, c'est ce goût pour annoncer ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils sont. C'est extrêmement subtil, mais on le retrouve partout. On le retrouve par exemple dans les déclarations, y compris de Klaus Schwab, du Forum de Davos. C'est quand la perversion devient un mode de gouvernance, on s'aperçoit qu'elle agit de la même manière que pour un être humain simplement pervers, c'est-à-dire elle a ce besoin de déclarer ce qu'elle va faire et d'être dans cette ambiguïté permanente. L'ambiguïté est sans doute une des choses qui caractérise le mieux la perversion. Et alors, ce qui est toujours très surprenant avec cette ambiguïté, c'est que quand les gens annoncent, on se dit s'ils l'annoncent, c'est que ça ne va pas se passer, puisque ça serait trop gros. C'est tout le contraire. Enfin, c'est pas tout à fait tout le contraire. C'est plus compliqué que ça, parce que parfois, quand ils annoncent quelque chose, c'est précisément l'inverse qui va se produire. Ils vont faire l'inverse, tout à fait, et ils ne s'empêchent pas non plus de revenir à la position précédente. On pense qu'il ne sera pas question d'assigner à résidence les gens qui ne seront pas vaccinés et de conditionner les déplacements des Français à un pass sanitaire. Exactement. Il n'en était pas question, et 2 mois après, c'est ce qui se passait. Donc en général, quand ils font une déclaration pour dire que quelque chose n'aura pas lieu, il y a quand même d'assez grandes chances pour que ce soit la prochaine chose qui va se mettre en place. Et donc là, effectivement, je pense que le président, bon, à moins qu'il ait été dans un état pas tout à fait normal, ce qui est aussi envisageable, mais je pense qu'il y a ce goût... grisé par l'entre-deux tours. Voilà, il y a voilà, un côté grisé, il y a ce plaisir de jouer avec les nerfs des gens aussi, parce qu'évidemment, ça crée chez la plupart des personnes un tsunami de réflexion, de pensée, donc ça travaille toujours à fatiguer les gens, en fait. Et à les faire rendre confus, s'inquiéter. À les rendre inquiets, confus. De quoi s'agit-il? Est-il vraiment pervers? Ne l'est-il pas? Voilà. Et pendant ce temps-là, les gens ne rassemblent pas leurs forces d'âme pour combattre ce qui les menace. Donc, autre démonstration de cette forme de provocation qu'Emmanuel Macron apprécie beaucoup, on regarde tout de suite. Je crois que notre génération doit savoir que
la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes et n'en rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. C'est aussi ça. Alors là, on était déjà en 2020, donc j'allais dire que les premiers effets d'Emmanuel Macron s'étaient déjà fait sentir sur la population. On voit qu'il surfe sur un terrain favorable, en fait. C'est-à-dire que les gens sont déjà à même d'accueillir ça en se disant « Pourquoi dit-il ça ? Est-ce que c'est une provocation ? Que veut-il dire ? À quelle secte appartient-il pour tenir de tels propos ?» Là encore, ça suscite encore davantage d'inquiétude, ce qui est quand même à rebours de la fonction prévue pour un président de la République. Ah mais je pense qu'il n'est pas du tout dans la fonction prévue. Son mandat n'est pas du tout de tenir la fonction prévue habituellement par un président de la République. Son mandat, je pense, est de préparer la population à cette sorte de nouvelle, je n'ose même pas dire anthropologie, parce que l'homme n'est plus au centre de cette pensée, donc c'est même plus une anthropologie, mais de préparer la population à cette nouvelle société qu'ils veulent progressivement nous imposer. Donc on n'est plus du tout dans la même logique. Et si on essaie d'attendre de lui ou de calquer sur lui ce que nous attendions des précédents présidents, d'ailleurs, il n'est pas le premier à avoir pris ce virage, même si c'est celui qui le représente le plus. Donc voilà, ça n'est pas son travail d'être... Là, je crois qu'il est en train encore de préparer les gens à ce à quoi ils vont devoir se soumettre. C'est aussi ce qui se passe avec la crise récente des agriculteurs, si vous me permettez de faire ce petit bond en avant ou en arrière, je ne sais pas. C'est aussi ce qui se passe. Quand ils terrorisent, comme l'autre jour dans la ferme en Ariège, quand ils mettent en place une véritable terreur avec des chars, avec des fumigènes, c'est un message qu'ils envoient à l'ensemble de la population. Le message qui est envoyé à l'ensemble de la population, c'est « Nous avons tous les pouvoirs et vous allez devoir vous soumettre ». Et nous avons tous les moyens de vous soumettre. Et nous vous expliquons à quoi il faut vous soumettre. C'est-à-dire que si vous commencez à intégrer ce que nous vous demandons de faire, en gros, vous n'aurez pas trop d'ennuis. Je ne crois pas à cette position. Je pense que ce serait extrêmement grave pour chacun d'entre nous. Mais leur message, c'est si vous vous soumettez, tout ira bien. Donc on vous explique à quoi vous soumettre. Et là, en l'occurrence, à vous soumettre à quelque chose d'extrêmement malsain, bien sûr. On voit... Et dont il nous dit aussitôt qu'il va lutter contre. Bien sûr. Bien entendu. Bien sûr. Et c'est là qu'on ne peut évidemment pas ne pas faire un parallèle avec la séquence Covid. Mais bien entendu. Ça s'est particulièrement révélé, il y a vraiment un avant et un après de la séquence Covid. La séquence Covid nous a révélé exactement comment ils allaient procéder pour changer la société. Et ils sont en train de continuer avec les différentes crises. Donc c'est un enseignement très précieux, c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre aussi, de comprendre ce qu'ils veulent faire et comment ils le font pour cesser d'être baladés d'une certaine manière. Parce que là, ils nous baladent. Et tributaires de leurs déclarations, de leurs mesures. Et surtout pour être toujours un peu sur le terrain, comme malheureusement, notamment au niveau des médias, on est un peu parfois obligé de l'être, mais à chaque fois de commenter une conversation, de commenter un petit mot ou de s'insurger sur une action. On peut s'insurger sur une action qui est totalement inhumaine, comme ce qui s'est passé avec les agriculteurs, mais il est intéressant de tout de suite la voir à un niveau méta et de tout de suite comprendre à quoi elle sert. Ça ne sert à rien de seulement s'insurger, parce que nous allons en avoir encore des dizaines derrière si le peuple de France ne se lève pas. Ce que j'espère de tout cœur, bien sûr. Il y a un lien évident aussi qu'on peut aussi faire entre la crise de la dermatose et des agriculteurs et le Covid. C'est cet affrontement entre les forces de l'ordre. Alors cette fois avec les agriculteurs, c'était d'ailleurs amusant puisque c'est là où il y a le plus de suicides, et chez les forces de l'ordre et chez les agriculteurs. Et les dirigeants politiques développent un savoir-faire absolument incroyable pour réussir à faire en sorte que ces deux catégories de la population qui visiblement souffrent considérablement soient plus occupées à s'opposer entre elles qu'autre chose. Et c'était le même cas pendant le Covid. Les gens étaient isolés, déprimés, dépressifs, mais la police était encore là en train de vérifier les auto-certificats dans les rues. Le but, c'est toujours d'opposer les gens entre eux. Alors, il y a un peu de diviser pour mieux régner, mais il y a aussi toujours ce désir de détruire. Et c'est particulièrement pervers parce qu'une fois que vous êtes rentré, malgré vous, en fait, que vous n'avez pas eu la vertu, je dirais presque héroïque,
de refuser, par exemple, des ordres illégaux. Une fois que vous rentrez là-dedans, vous rentrez dans une forme de complicité, vous rentrez dans une compromission morale. Je vous interromps, mais c'est quand même très amusant ce que vous avez dit, parce que dites refuser des ordres illégaux. Ça devrait tomber sous le sens de refuser des ordres illégaux. Mais il faut être extrêmement courageux pour refuser un ordre. Regardez, moi je ne sais pas ce qui va se passer avec ces 7 CRS dont on nous a déjà dit qu'ils n'existaient pas. Alors que vous faites référence à ces les 7 CRS qui ont posé le casque visiblement, voilà, donc, face aux agriculteurs, et dont le ministre de l'Intérieur nous a dit que ça n'existait pas, ça n'était pas vrai, c'était un fake news. Or, il semble que beaucoup d'éléments nous disent qu'ils ont parfaitement existé, ces 7 hommes. Je suppose hommes, peu importe. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour ces 7 hommes? On ne sait pas. Ils disparaissent complètement de la logique du gouvernement. Ils ont nié l'existence de ces personnes. Mais ces 7 personnes-là, elles vont avoir des embêtements considérables, probablement, je suppose. Par contre, elles ont, je ne voudrais pas être trop emphatique ou trop lyrique, mais d'une certaine manière, elles ont sauvé leur âme. Ce sont des gens qui peuvent se regarder le matin dans la glace et qui ont les remerciements de toute la nation qui a compris, en tout cas de tous les Français qui comprennent de quoi il s'agit. Il y a eu sur les réseaux sociaux notamment énormément de réactions en disant bravo et merci à ces 7 hommes. Et c'est ça qu'il va falloir faire normalement. Il va falloir que la France entière dépose le casque. C'est ce qu'il faudrait. Ça vaudrait le masque. Ça va aller aussi avec le masque. C'est ce qu'on appelle un lapsus révélateur, en psy notamment. Alors justement, continuons ce parallèle avec le Covid. J'aimerais qu'on écoute dans quelques instants Maude Bréjon, elle est porte-parole du gouvernement. Elle intervenait dimanche dernier sur France Inter, je crois, et France Info, au sujet précisément de cette dermatose nodulaire qui nécessite que l'on abatte des cheptels. Et c'est intéressant de l'écouter en écoutant bien les termes qu'elle emploie. Et il y a un petit côté déjà vu. Ça nous rappelle des débats qu'on a pu avoir il y a quelques années de ça, où on débat de phénomènes scientifiques et de décisions scientifiques. Le protocole sanitaire, c'est une décision scientifique, c'est pas une décision politique. Annie Genevard, les exportations, c'est économique, ça n'est pas scientifique. Annie Genevard, Maude Bréjon, les exportations, c'est une décision économique. Annie Genevard ne s'est pas réveillée un matin en se disant qu'elle allait prendre plaisir à faire de l'abattage de troupeaux entiers. Il y a 3000 bêtes qui ont été abattues depuis le début de cette maladie. Et on le sait, c'est un drame. Mais pour autant, c'est 0,02% du cheptel français. Et ça permet de protéger les autres. En termes d'indemnisation, là encore, je veux bien qu'on débatte de plein de choses. Je comprends la douleur des éleveurs qui sont confrontés à cette maladie. Mais on ne peut pas débattre des faits scientifiques. Alors on passera sur le fameux et devenu célèbre « protéger les autres », mais arrêtons-nous un instant sur le « on ne peut pas débattre des faits scientifiques ». Alors ça, je dois dire que depuis le Covid, c'est le truc sans doute qui m'aura le plus sidéré dans ce narratif officiel. On ne peut pas débattre des faits scientifiques, donc il n'y a plus de science. Oui, enfin, c'est surtout que la science, c'est pas ça du tout. Ce que nous disent les scientifiques, c'est que la science, c'est le débat permanent. On est bien d'accord. Mais c'est une façon de museler totalement le débat. C'est l'interdiction du débat. C'est ce qui nous montre que nous sommes vraiment entrés dans un système totalitaire. Il n'est plus possible de débattre. Et là, nous avons une propagande où tout est absolument faux, tout. Puisque la DNC, je me renseigne depuis quelque temps, ça n'est bien sûr pas ma spécialité, mais j'écoute les personnes que je rencontre. Visiblement, ça n'est pas une maladie grave du tout. Visiblement, alors on retrouve le Covid. Surestimation du danger de la maladie. Je pense que toute l'opération vise probablement, et c'est ce qui est en cours, à vacciner tout le cheptel. Alors ça, si je peux me permettre, au-delà du fait que sur la question de la maladie, je ne suis pas suffisamment qualifiée pour... Moi non plus, mais j'écoute. Bien sûr. Voilà. Je crois qu'il y a une vraie question autour de la vaccination et je ne suis pas certaine que l'objectif soit de vacciner tout le cheptel, précisément parce que cela ferait sortir notre pays et les exploitations vaccinées de la catégorie indemne. Et ça poserait un réel problème pour l'exportation de la viande. C'est ce qu'on nous a dit aussi, sauf que si j'ai bien compris, la campagne de vaccination est en cours. Elle est très circonscrite localement. D'accord. Et j'ai le sentiment, pardon, je sors un peu de mon rôle, mais j'ai quand même le sentiment que pour les grands groupes qui ont beaucoup de vaches, la vaccination ne serait pas très intéressante et que cela expliquerait justement une politique d'abattage et de circonscription de la vaccination. De toute façon, ce que nous disent les agriculteurs, que moi j'écoute en tout cas, c'est que la vaccination n'est pas nécessaire. Elle n'est d'ailleurs pas faite partout dans le monde.
Visiblement, cette maladie, elle est connue depuis longtemps. Elle a été en Inde, elle a été en Afrique. Ça tombe bien pour les Africains. Et même moins loin, elle a été en Espagne, en Italie. Bien sûr, bien sûr. Donc là, ils sont en train de rentrer, comme d'habitude, dans une logique d'abattage, c'est-à-dire une logique de mort, qui plus est, hein, où il s'agirait d'abattre des cheptels entiers, et ça n'est absolument pas nécessaire. En tous les cas, on a le sentiment que l'objectif, là encore, c'est avant tout de susciter la peur, l'inquiétude, en agitant la menace suprême, celle de la mort, comme avec le Covid, bien sûr, à tort ou à raison, qu'importe. Quel est cet intérêt de toujours inciter la population à être effrayée par ce qui se passe ? Ça, c'est ce qu'on appelle la gouvernance par la peur, mais là, c'est même plus de la peur, c'est de la terreur. Et puis, c'est cette importance d'utiliser un fonctionnement mortifère. Nous sommes rentrés dans une logique mortifère. La gouvernance met de la mort au moindre problème, à la moindre difficulté, que ce soit le handicap, que ce soit la maladie. On peut faire le parallèle, je pense, sans qu'il soit excessif, avec ce qu'il prépare sur la loi de soi-disant aide à mourir, qui va être redébattue à partir du 20 janvier. On vous dit qu'à partir du moment où vous avez une maladie chronique, donc qui est censé être à terme, en tout cas qui n'est pas soignable, mais vous pouvez en mourir 30 ans plus tard ou même ne pas en mourir du tout. Pas soignable en l'état de la science. Qui plus est en état de la science, exactement. Et en fonction de ça, à partir de ce moment-là, vous pourriez être éligible, si j'ose dire. Le mot aussi n'est pas le bon, mais on pourrait commencer à penser, ou vous pourriez commencer à penser à votre éventuelle euthanasie. Avec un travail sémantique très important sur les termes, bien sûr. Mourir dans la dignité, aide à mourir dans la dignité. Aide à mourir, tout le monde accepte. Le terme euthanasie, qui est exclusivement utilisé par les opposants, entre guillemets, au texte. Tout à fait. Donc on est dans cette même logique d'essayer de répondre par la mort le plus rapidement possible à la moindre désorganisation, à la moindre maladie. Et ça, c'est quelque chose contre quoi nous devons lutter absolument. Nous devons rester dans une logique de vie. Et alors justement, comment réussir à se prémunir de cette peur ? Comment raison garder, j'allais dire ? En comprenant qu'elle est manipulée. Vous savez, quand vous savez que quelqu'un veut vous faire peur, progressivement, ça vous fait déjà beaucoup moins peur, normalement. Vous vous y attendez et vous avez une façon, pour ça que j'ai parlé de décoder cette gouvernance perverse. Quand vous savez comment ils fonctionnent et qu'est-ce qu'ils utilisent, par exemple, nous n'avons pas été au bout de la séquence, mais la clôture totale du débat. Il n'y a plus aucun débat en France. Alors, les gens débattent en étant d'accord à 90% sur le sujet en question, et vous avez le droit de débattre sur les 10% qui restent, les nuances. Mais si vous voulez, par exemple, en matière politique, dans un débat déclarer que la France doit sortir de l'Europe, vous n'êtes plus invité sur les plateaux, c'est inutile. On voit d'ailleurs que les rares hommes politiques que nous avons qui tiennent ce discours que la France doit sortir de l'Europe ne sont invités nulle part. Enfin, ils restent en tout cas dans les médias alternatifs dont nous sommes, et ils ne peuvent pas être reçus sur les médias mainstream. Ce qui, en effet, c'est que quand on est invité sur les médias mainstream, si on veut continuer de l'être, il faut éviter de tenir ce genre de propos, même si on y croit. Donc vous vous retrouvez dans un entre-soi qu'on vous présente ensuite comme étant scientifique d'une certaine manière. Ça n'est plus discutable, c'est ainsi. Et ça a commencé, ça s'est vu très fort avec le Covid, où alors que des personnes qui étaient des spécialistes de leur fonction, notamment les médecins que nous avions, disaient qu'il y avait un certain nombre de difficultés, qu'il fallait au moins se poser des questions. Et ça a été irrecevable au point de détruire leur réputation. Encore une méthode d'ingénierie sociale, bien sûr. Alors, justement, dans ce cadre, on a le sentiment qu'il n'y a plus qu'une place pour le manichéisme, qu'il y a le camp du bien, le camp du mal. Évidemment, le camp du mal est exclu des débats, des médias, du système, n'a plus le droit de citer. C'est le cloporte qui a juste le droit de payer ses impôts, globalement. Comment vous expliquez, justement, que ça prenne dans la population ? On le voit bien aussi tout autour de la question ukrainienne, comme si Vladimir Poutine était le boucher quelques années après que Bachar el-Assad l'a été. On n'a plus le droit de dire, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, nous sommes sur TV Liberté taxés systématiquement d'être pro-russes parce que nous disons qu'il y a trop de morts et qu'il faut faire la paix. Bien entendu. Ça, c'est le principe du totalitarisme. C'est-à-dire quand vous savez que vous n'avez pas le droit de dire certaines choses, alors vous avez toujours une petite partie des gens qui résistent et qui disent « je dirai ce que je pense avoir le droit de dire ». Mais pour la grande majorité de la population, progressivement, vous intégrez le mensonge, en fait. Au début, vous vous dites, c'est bizarre, moi j'aurais vu les choses un petit peu autrement. Puis finalement, comme tout le monde ne vous parle que du mensonge, vous finissez par le prendre pour une vérité.
ou bien vous finissez par renoncer à savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Et ça, c'est Hannah Arendt l'avait très bien. Le mécanisme, c'est la saturation, la sidération par saturation. C'est aussi une forme de conformisme social. Aussi, c'est pas confortable de jamais être d'accord avec les Exactement, oui, mais vous avez raison. Ça finit par être très inconfortable et vous vous sentez minoritaire et vous avez l'impression que peut-être vous vous trompez, vous perdez confiance en vous puisque tout le monde vous dit le contraire de ce que vous voyez. Ça, on l'a connu, ça fait 40 ans qu'on connaît ça. On l'a connu avec le politiquement correct. Le politiquement correct nous disait quoi? Il nous disait, vous ne voyez pas ce que vous voyez. Vous pensez voir, mais non, vous ne voyez pas. C'est-à-dire que vous devez à certains moments faire passer le politiquement correct avant ce que vos sens vous révèlent. C'est le sentiment d'insécurité de Dupond-Moretti. C'est exactement ça. C'est le sentiment d'insécurité. Il n'y a pas d'insécurité en France, il y a juste un sentiment d'insécurité. Et ils nous ont menés avec ça jusqu'à maintenant. Bon, ils commencent à ne plus accuser le sentiment d'insécurité, ils commencent à dire c'est vrai qu'on a un gros problème de sécurité. Mais ça fait 40 ans qu'ils nous disent que c'est un sentiment. Et vous aviez toute une partie de la population qui disait « Oh ben tu exagères, c'est un sentiment », ou bien vous étiez d'extrême droite quand vous constatiez certains... Oui, c'est les Russes et on est d'extrême droite. Voilà, évidemment, c'est l'autre ostracisation la plus terrible, c'est que vous êtes d'extrême droite. Vous n'êtes pas d'extrême droite parce que vous voyez clair. Ou alors la France entière, au départ, est d'extrême droite. C'est ridicule, bien entendu. Mais tout ça, ce sont des techniques pour vous amener à vous soumettre à la doxa, en fait. Et finalement... Quand vous êtes dans un régime totalement totalitaire, si j'ose cette répétition, eh bien, vous ne dites plus rien. Et dans le meilleur des cas, vous n'en pensez pas moins. Mais en tout cas, eux, ils ont réussi à imposer le système qu'ils veulent. Quand il y a encore quelques résistants, là, on a vu cette semaine des sanctions contre Jacques Beau, le ancien colonel du renseignement suisse. Également Xavier Moreau, qui vit à Moscou. Alors c'est sûr qu'il a sans doute un tropisme russe en vivant à Moscou. Enfin, il n'y a pas besoin d'être dans le gouvernement français pour s'en douter. Et qu'importe, en réalité, on a le sentiment que simplement exprimer une opinion qui ne soit pas en accord avec l'opinion de notre ami Jean-Noël Barrot est criminalisée. Mais c'est ça. Et en fait, c'est un message envoyé à toutes les personnes qui pourraient dire simplement des choses raisonnables, à savoir, voilà ce que l'on sait, ce qui s'est passé entre la Russie et l'Ukraine, et c'est pas tout à fait ce qu'on nous en dit. C'est vraiment pour empêcher c'est pour faire peur aux autres. La méthode n'a jamais été employée. Vous vous rendez compte, un ministre qui va nommément donner 2 personnes, dont l'un d'ailleurs, je crois, n'est pas français, je crois que Jacques Beau est suisse, qui plus est. Absolument, et il est à Bruxelles en plus. Donc qui plus est, donc il vient dénoncer 2 personnes en les citant nommément à la télévision d'une manière générale et en les montrant du doigt comme étant pro-russes. Moi, à part les régimes totalitaires, je pense que Staline devait faire des choses comme ça, certainement, mais sinon, dans une démocratie, mais c'est impossible. C'est impossible. Et ça devient courant. Moi, c'est ça que je note, vous voyez. C'est la limite rouge totalement dépassée. On ne dénomme pas un citoyen. On peut dire que des processus sont en cours pour arrêter ou pour se renseigner sur certains citoyens qui ont des comportements suspects. On ne les nomme pas à la télévision. Bien sûr, bien sûr. Par exemple. Bien sûr. Alors évidemment, dans le cadre de ce qui dérange le pouvoir, bien sûr, en ligne de mire, il y a les médias indépendants. Bien sûr. On a vu cette symbolique conférence de presse d'Emmanuel Macron qui tenait à sensibiliser, comme on dit, les patrons, etc., sur les questions de médias indépendants qui ne sont pas bien gérés, qui ne vérifient pas. Je vous propose qu'on voit cette séquence magique. D'accord. Quand on a les moins de 40 ans qui s'informent très majoritairement sur les réseaux sociaux et de plus en plus, quand on a ce temps d'exposition qui s'est accru pendant la période Covid et après, quand on a depuis 2 ans maintenant l'IA générative qui arrive dans nos démocraties, on ne peut pas faire comme si tout ça n'avait pas totalement changé, parce que les gens qui nous informent, par lesquels on s'informe, ne sont pas des médias libres et indépendants. Ces gens n'ont pas sélectionné l'information comme des médias, ils n'ont pas vérifié comme des journalistes, mais surtout, ils n'ont aucune responsabilité quant à cette information qu'ils me donnent, et ils ne sont pas faits pour partager de l'information. Et notre bêtise est là. C'est-à-dire que ce sont des plateformes qui sont faites pour vendre de la publicité individualisée. Je vous défie, ouvrez aujourd'hui X en France avec un contenu libre. Si vous ne tombez pas immédiatement sur des contenus d'extrême droite, c'est que vous êtes mal organisé. Et des contenus d'extrême droite français ou du monde entier. Et de toute façon, ces plateformes ont décidé de rompre la neutralité informationnelle, puisque le possesseur de celle-ci s'est engagé dans le combat démocratique et l'international réactionnaire.
Donc, ce ne sont plus des lieux où on peut s'informer. Aujourd'hui, dans nos démocraties, on n'a pas besoin d'aller chercher d'ingérence. Par ce processus de dégénérescence, notre système d'information ne fonctionne plus. Et il crée mécaniquement un rapport à la vérité qui s'est complètement diverti, parce qu'on a du complotisme qui s'installe, parce qu'il crée de l'émotion négative et il prend le dessus. Et donc c'est un rapport à la science, à la vérité scientifique, et qu'il s'agisse de la santé ou du climat, comme tu as très bien dit, on a des taux de confiance qui sont en train de s'effondrer. Avant peut-être de réagir à cette séquence, est-ce que c'est bénéfique d'en rire? Oui, parce que ça prouve qu'on n'est pas dupe. Oui, c'est tout à fait bénéfique d'en rire. Il y a un côté résilient aussi dans le rire. Ah bah bien entendu, l'humour est quelque chose qui terrorise totalement les régimes totalitaires, parce que c'est évidemment prendre le contre-pied, et en plus c'est rassembler les gens qui n'ont pas encore vu. Souvent par l'humour, vous aidez les personnes à comprendre ce qu'elles n'ont pas encore compris. Donc l'humour, c'est un grand ennemi. D'ailleurs, c'est pour ça que nous n'avons plus tellement d'humoristes comme nous avions il y a quelques années. Je crois que ce ne serait pas possible aujourd'hui. J'imagine difficilement un Coluche revenir aujourd'hui, avec le mordant qu'il avait. C'est pas possible. Et c'est très préoccupant. Là, on en rit 2 secondes toutes les deux, parce que c'est vrai que ça fait du bien, puis ça détend. Mais c'est quand même extrêmement préoccupant, parce qu'une démocratie qui n'a plus d'humoristes, parce que j'appelle... De fou du roi. De fou du roi. C'est plutôt ça, c'est l'humoriste dans ce sens-là. Il y a des gens qui nous font rire sur d'autres sujets. On a quand même 2-3 personnes qui s'opposent par l'humour. Mais c'est un signe également. C'est un signe que nous ne sommes plus en démocratie. Nous ne pouvons plus dire n'importe quoi. La liberté d'opinion, c'est pouvoir dire au départ n'importe quoi. Je crois que c'est Voltaire qui disait « Je ne suis absolument pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez le dire. » Alors je crois que c'est pas vraiment lui et qu'il n'était pas tellement dans cet état d'esprit, que c'est apocryphe, mais bon, on a compris en tout cas le principe. Alors, disons le principe, en tout cas. En tout cas, ça a été longtemps sur un journal, je ne sais plus lequel, mais c'était quelque chose qui était mis en avant. C'est ça la démocratie. C'est aussi le premier amendement de la Constitution américaine. C'est-à-dire que la possibilité d'exprimer ce qu'on a... C'est la meilleure façon, normalement, de faire évoluer positivement une société. C'est de montrer, quelquefois, qu'un argument ne tient pas debout, que certaines pensées sont effectivement possiblement extrémistes ou dangereuses, etc. Mais ça ne peut se faire que dans le débat. Là, on est dans une logique d'une démocratie qui dit que le débat est dangereux. Sans oublier que le principal producteur de fake news depuis 5 ans, ça n'est absolument pas, ce ne sont pas les réseaux sociaux, c'est le gouvernement. Et on l'a démontré. On l'a démontré, avec tout un tas d'ouvrages qui ont repris très logiquement tout ce qui s'était passé, et où on voit tous les mensonges qui ont été faits. J'en parle aussi dans le mien, mais vous avez Pierre Chaillot, vous avez Jean-Dominique Michel, vous avez plein de gens, Christine Coton, Alexandra Henrion-Caude, enfin bon, on les connaît tous, on ne va pas faire toute la liste et je risquerais d'en oublier, mais leurs mensonges sont démontrés. Et on peut, quand ils veulent, mais ils le savent, c'est pas la peine d'essayer de le démontrer, ils le savent très bien. Donc on est dans une chose qu'on n'a pas expliquée sur le plan de la perversion, qui est l'inversion permanente des choses. On vous dit en permanence que ce que vous voyez de blanc est noir. Et malheureusement, il y a des tests en psychologie qui vous expliquent que quand tout un amphithéâtre, notamment, vous dit que cette table est noire, eh bien si vous êtes tout seul à la voir blanche, finalement vous finirez par la déclarer noire. C'est troublant, hein. Mais nous sommes des animaux grégaires aussi. Nous avons aussi cette grégarité. Et à un moment donné, vous ne tenez plus tout seul sur des choses contradictoires. Donc, mentez, il en restera toujours quelque chose. Hein. C'est un petit peu ça l'idée. Alors là, ça nous fait rire, mais peut-être que dans 10 ans, ça ne nous fera plus rire du tout. Hein. J'espère que si. J'espère surtout que... J'espère qu'on en rira encore davantage. Qu'on en rira davantage ou qu'on aura pu inverser, nous aussi, à notre tour, ce qui est en train de se mettre en place, qui est extrêmement grave. On essaie de prendre ça sur un ton un peu... Il faut aussi le prendre sur un ton un peu humoristique, mais c'est extrêmement grave. Parce que le nombre de souffrances que nous avons derrière est considérable et ce n'est pas fini. Bien sûr. Et ce n'est pas fini. Alors après ces déclarations sur les réseaux sociaux, on voit bien que, bien sûr, il y a derrière une volonté d'encadrer, ce qui est une litote pour dire une censure, évidemment, plus importante des réseaux sociaux. Et on a vu cette semaine un canular circuler sur les réseaux sociaux qui a fait réagir Emmanuel Macron. Donc on va le regarder et on va écouter encore une fois le président, mais c'est très court cette fois. On l'écoute beaucoup, je trouve. Hein. Ah oui, c'est ce que me disent aussi les téléspectateurs, mais malheureusement... Moi, je ne regarde pas, je ne fais qu'écouter. Allez, on ferme les yeux. Voilà. La chute de Macron. À l'heure actuelle, les informations non officielles évoquent bien un coup d'État en France, dirigé par un colonel dont l'identité n'a pas été révélée, et la possible chute du président Emmanuel Macron. Alors nous, ça nous fait marrer. 12 millions de vues. 12 millions de vues.
Et je demande à mon équipe, quand même ce truc-là c'est pas possible, en plus dans cette période, demandez tout de suite à la plateforme de le retirer. La plateforme Pharos s'appelle Facebook. Elle dit il faut retirer ce truc, regardez, c'est de manière évidente, ça crée le chaos. C'est exactement ce que vous dites, c'est inquiétant. Et votre client qui vient le voir sur le live, il se dit un coup d'État à l'Élysée avec un colonel qui a pris le pouvoir, etc., peut être inquiet. Réponse de Facebook, ça ne contrevient pas à nos règles d'utilisation. Refus de retrait. Alors je trouve que cette séquence a plein de choses très intéressantes. D'abord, on a bien compris qu'Emmanuel Macron voulait nous faire savoir qu'il ne pouvait pas faire retirer des contenus sur les plateformes. Et on y croit. On y croit tous, on est tous convaincus bien entendu. Et puis alors, bon, si ça a fait 12 millions, c'est parce que tout le monde espère qu'il soit renversé peut-être. Exactement. C'est 12 millions de rieurs, on parlait de l'humour à l'instant. C'est 12 millions de gens qui rigolent. Ça ne pose aucun problème en fait. Ça ne pose aucun problème. Il parle de chaos. Quel chaos? Il y a des gens qui vont tout de suite comprendre que c'est un gag et ceux qui n'ont pas compris immédiatement, ils vont savoir 10 minutes après que non, c'est pas le cas. Justement parce que l'information circule très vite et qu'il y aura quelqu'un pour dire mais non, c'est un fake, etc. Donc c'est vraiment l'exemple même d'une mauvaise foi extraordinaire, d'une instrumentalisation pour nous tirer vers une dramatisation de la chose, alors que c'est rien du tout cet exemple-là. C'est rien du tout. Ça n'est absolument pas un problème. Et alors, cerise sur le gâteau, Emmanuel Macron met en garde quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle générative, et il a peut-être oublié une petite séquence très récente. Je fais cette petite vidéo pour essayer de vous remonter le moral. C'est quand même une dinguerie, tu vois. Mon Dieu. Prends ensuite tous les cheveux qui restent sur le côté droit. La techno a une culture à part entière. On est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Et tu voudrais qu'elle soit en haine ce soir. Luxe, n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Bisous, mes petits loups. Bien joué. C'est assez bien fait, ça m'a plutôt fait rire. Alors là encore, comme vous le disiez tout à l'heure, le premier promoteur d'images fabriquées avec l'intelligence artificielle de sa propre personne, c'est Emmanuel Macron, parce que cette vidéo qu'on vient de voir, ça a été publié sur le compte officiel d'Emmanuel Macron sur Instagram. Oui. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, on n'est pas à une contradiction près. Je ne parlerai même pas du ridicule de la fonction. Hein. J'imagine pas. Je parlerai même pas de Gaulle. Parce que là, on est trop loin. Hein. Mais bon, non, un président de la République qui fait ça. Il aurait pu faire quelque chose comme ça avec beaucoup plus de bon goût, par exemple, en évitant certaines séquences. Pourquoi pas? Mais c'est juste désastreux. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, on n'est pas à une contradiction près. La contradiction fait partie de ce qui finit par empêcher les gens de penser. Donc, comment vous expliquez ce besoin de se travestir en plus dans cette vidéo? Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est... Là vous allez m'entraîner sur le terrain qu'on disait tout à l'heure où nous n'irions pas. À qui avons-nous affaire? Qui est notre président de la République? Voilà. Quelle est sa psychologie? Quelles sont ses mœurs? Je ne rentrerai pas là-dedans, mais bon, on se pose tous certaines questions. Voilà, oui, effectivement, il y a un petit goût pour le travestissement, il y a plein d'autres choses peut-être derrière. Mais sans rentrer là-dedans, ça n'est pas non plus une erreur de leur part que de sortir quelque chose comme ça, qui effectivement pour les gens les plus érudits ou les plus éveillés, va apparaître comme une contradiction avec l'autre discours. Mais là encore, les contradictions les servent. Il reste toujours quelque chose du mensonge. Il y a ceux qui y croient, et dans ceux qui n'y croient pas, il y a les personnes qui se rendent compte que malheureusement on va vers ce monde de mensonges, et il y a ce qu'on appelle l'impuissance acquise, dont on parle beaucoup actuellement, c'est à un moment donné, on va vers ça, et qu'est-ce que moi je peux faire ? Et c'est là qu'il faut aussi tenir le discours aux Français, qu'il ne faut pas se laisser prendre dans ce réseau négatif d'impuissance. Nous ne sommes pas impuissants, mais il ne faut pas lutter de leur façon à eux. Il ne faut pas rentrer dans leur cinéma, en fait. Ce qu'il faudrait vraiment, c'est que les Français se rendent compte qu'ils ont un pouvoir, une puissance personnelle, en disant non à certaines choses au bon moment, en se redressant, en étant dans une logique humaine et en n'acceptant jamais de transgresser la logique humaine, car un autre aspect de la perversion, c'est l'inhumanité. Elles veulent nous rendre inhumains, et la perversion cherche aussi à ce que la personne rentre dans l'autodestruction.
C'est-à-dire, à un moment donné, se sentent dans une impasse. On l'a malheureusement, vous le disiez tout à l'heure, aussi bien avec les agriculteurs qu'avec les policiers. On l'a aussi avec les jeunes, avec les enfants, qui sont déstructurés par le non-sens du monde qui les entoure. Donc, tout ce que nous avons absolument besoin de faire pour chaque citoyen, chacun d'entre nous, c'est de remettre du sens et de remettre de l'humanité. En fait, ce genre de bullshit, pardonnez-moi, on peut les regarder une fois et en rire, mais il faudrait tout de suite passer à autre chose. Il faudrait tout de suite dire, bon, on laisse les enfants s'amuser dans leur coin, et nous, qu'est-ce qu'on fait de sérieux? On explique par exemple à nos enfants pourquoi c'est bullshit, pourquoi il y a 20 ans, ça n'aurait jamais existé, pourquoi ça ne devra plus exister demain. Ça, c'est utile. Donc, on a un pouvoir considérable. Actuellement, je vais beaucoup en province faire des conférences ou rencontrer les personnes, et c'est vrai que tout le monde me dit, mais quelles sont les solutions à ce que nous vivons là? Et je n'ai pas de solution miracle, évidemment. Mais ce que j'ai envie de répondre aux personnes, c'est que les solutions, c'est vous, c'est moi, c'est nous. La solution, c'est de refuser et de ne pas tenir compte, de ne pas rentrer dans leur système, de rester des êtres humains, comme l'ont fait les 7 CRS, comme le font d'autres personnes tous les jours, c'est-à-dire choisir toujours l'humanité, le respect de la vie dans toutes ses dimensions, et refuser leurs mensonges, ne même pas s'en occuper en fait. Vous voyez, il faudrait passer outre, parce que ça finit par nous polluer l'esprit. Et ça finit, ça a commencé depuis un moment. Oui, vous avez raison, ça finit pas, ça fait un moment que ça a commencé. Mais voilà, on finit par s'empêtrer. Vous vous rendez compte, depuis 5 ans particulièrement, toute l'énergie que nous avons tous consacrée à lutter contre ces imposteurs. C'est terrible, les gens qui ont écrit des livres, les émissions de médias alternatifs, alors que nous avons un monde à créer, des enfants à élever, une humanité à bâtir, qui continue à se bâtir d'ailleurs, et ça c'est un des grands points aussi positifs de ce qui nous arrive, c'est que nos actuelles difficultés, elles ne concernent que l'Europe de l'Ouest actuellement. C'est déjà plus le cas aux États-Unis, il faudrait d'ailleurs entendre ce que les Américains nous disent, parce qu'ils ont raison de nous dire ça, sur la dégradation civilisationnelle, la perte de nos repères, ils ont totalement raison. Et le reste de l'humanité... Si je peux me permettre, elle a quand même largement émané des États-Unis auparavant. Mais bien entendu, ils en sont à l'origine, mais comme ils ont changé de pouvoir, bon, c'est vrai que Trump versus les démocrates, ils nous tiennent un discours complètement différent. Mais je pense qu'il est possible qu'ils commencent à s'inquiéter de la destruction totale de l'Europe, à laquelle ils ont beaucoup contribué. Parce que quand même, c'est un partenaire commercial important, et c'est aussi... et notamment pour les chrétiens, et on a un espoir de ce côté-là, c'est aussi la racine tout de même de la civilisation américaine. Ils se rendent compte qu'ils ont peut-être tué leur racine. Ils ont contribué à faire disparaître cette racine, et je pense qu'ils commencent à être embêtés. Donc il est possible que de l'aide nous vienne de l'extérieur. Mais je disais, pour revenir à mon propos, qu'un des éléments favorables qui nous entourent, c'est qu'il n'y a que l'Europe de l'Ouest qui est concernée, en fait, l'Union européenne, pour être très clair. Il n'y a que les pays de l'Union européenne qui sont concernés par ce totalitarisme dictatorial, les deux choses n'étant pas semblables, qui est en train de se mettre en place. Donc le monde entier nous observe, mais le monde entier ne rentre pas dans ce délire. Donc ça devrait nous aider aussi. Est-ce que finalement la clé, c'est pas une certaine, sécession mentale ? Mais tout à fait. Mais totalement, le mot est parfait. C'est une sécession mentale, c'est un retour à la souveraineté intérieure, à la liberté intérieure, dont d'ailleurs nous parlaient beaucoup les dissidents soviétiques il y a quelques années. Il faut les relire. Moi, je relis actuellement Václav Havel, bien entendu Solzhenitsyn. Solzhenitsyn qui disait par exemple « Une parole de vérité pèse plus que le monde entier. » Une parole de vérité. Vous vous rendez compte le pouvoir que nous avons aujourd'hui ? Si tous les Français disent une parole de vérité. Simplement, de temps en temps, ce que vous dites là, je ne comprends pas. C'est même pas prendre des risques à venir, comme nous sommes aujourd'hui, sur un plateau pour expliquer les choses. C'est simplement dire, là, je ne suis pas d'accord avec vous, ça, moi, je ne vois pas la même chose. Remettre le réel au centre du débat, remettre la vérité, et que le mensonge ne passe pas par nous. Mais quand Solzhenitsyn nous parle de ça, il faut savoir qu'il nous parle d'un régime totalitaire établi. Le nôtre n'est pas encore établi. Il est en train de s'installer. C'est-à-dire que le moment dans lequel nous sommes, de mon point de vue, est un moment historique. Nous avons l'opportunité aujourd'hui d'empêcher ce système totalitaire de se mettre en place. Dans quelques années, et peut-être beaucoup plus rapidement que ça, ce ne sera sans doute plus possible. Peut-être que dans 18 mois, par exemple, je ne prends pas cette date nécessairement au hasard, ce ne sera déjà plus possible. C'est pourquoi j'ai envie de lancer un petit message avec ma petite vache aujourd'hui, de dire nous devons absolument soutenir les agriculteurs. J'espère de tout cœur que les agriculteurs ne vont pas se soumettre à la dernière galipette qui vient d'être faite la nuit dernière, à savoir de reporter soi-disant la signature du Mercosur
à 15 jours, 3 semaines. 3 semaines, oui. Bon, donc on présente notre président comme un héros qui a résisté face à... Il n'a eu de cesse d'ailleurs de changer d'avis sur ce Qui n'a de cesse de changer d'avis, mais on connaît son avis. Il veut bien entendu signer le Mercosur. Il a sans doute juste, c'est mon hypothèse, vraiment, je ne dis pas que c'est la vérité, je n'en sais rien. Je pense que le plus probable, c'est qu'il a juste dit aux Européens « j'ai quand même un problème avec les agriculteurs pour l'instant et les Français qui les soutiennent, donc on gagne du temps, laissez-moi 15 jours, 3 semaines. Et on signera dans 3 semaines. » Donc je pense que les agriculteurs ont compris cette logique perverse, là encore, mais... Je crois d'ailleurs, que le ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a laissé entendre ni plus ni moins qu'elle attendait Noël parce que ça dissuaderait les agriculteurs de continuer les blocages. Mais ça aussi, c'est une technique très connue qui a été employée en URSS, qui est employée dans tous les systèmes totalitaires en général. On laisse pourrir la chose. C'est-à-dire, c'est pas la première fois qu'on dit aux agriculteurs « on met le dossier de l'agriculture au sommet de la pile ». Peut-être la pile des choses achetées, d'ailleurs, ils n'ont pas précisé de quelle pile il s'agissait, c'était peut-être ça l'astuce, et que bien entendu, il ne se passe rien. Donc je pense que maintenant, il faut que les Français comprennent, là, ils sont juste en train de gagner du temps. On gagne du temps, ce qui veut dire qu'on en perd pour le pays. Donc il faut vraiment que les Français comprennent que derrière cette question des agriculteurs, il y a la dégradation terrible que l'Union européenne a apportée sur notre pays. L'Union européenne, de mon point de vue, a détruit la France. Il reste encore un tout petit quelque chose qui survit, mais c'est une question de mois ou de très peu de temps. Et il faut comprendre ça. Ça s'est étalé sur 40 ans, mais il faut le comprendre. Et aujourd'hui, si nous ne soutenons pas les agriculteurs, c'est bien sûr notre souveraineté alimentaire qui est directement menacée, mais pas seulement. C'est notre souveraineté dans tous les domaines, c'est notre patrimoine, c'est la France qui s'en va. C'est ni plus ni moins que la France qui s'en va. Et je pense que pour la grande majorité des Français, on ne pourra pas, si j'ose dire, survivre à ça, en tout cas moralement, parce que ça voudra dire beaucoup d'autres conséquences. On pourrait dire, tant pis, on sera européen. Non, on ne sera pas européen. On perdra nos paysages, on mangera très mal, on sera malade, on n'aura plus accès aux hôpitaux, sauf pour les plus riches, puisqu'on aurait une santé éventuellement confiée à des intérêts privés. Donc, si vous payez très cher, vous aurez une santé. Sinon, vous n'aurez plus de santé. C'est tout notre modèle, mais ce n'est pas seulement notre modèle qu'on risque de perdre. C'est notre vie, celle de nos enfants. Il faut que les Français réalisent ça. Tout le monde est concerné. Ce n'est pas seulement les agriculteurs. Nous sommes tous concernés. Et si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain matin. Je vous remercie beaucoup, Marion Saint-Michel, d'être venue jusqu'au Samedi Politique pour finir cette année et souhaiter un joyeux Noël à tous nos téléspectateurs. Parce que sur TV Liberté, on a le droit de dire Noël. Noël. Joyeux Noël. Noël étant la fête de l'espérance, et l'espérance étant quelque chose d'actif, contrairement à l'espoir qui est un peu subi. L'espérance, c'est aller de l'avant en pensant qu'on n'est pas tout seul et qu'on va y arriver. Et on n'est pas tout seul. Et on n'est pas tout seul. Donc, merci joyeux beaucoup. Noël. Merci beaucoup, Élise. madame. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Je vous retrouve en 2026. J'espère que cette émission vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, les commentaires et puis bien sûr, relayez cette vidéo au maximum avant de vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou si YouTube vous a tout simplement désabonné pour vous jouer un tour. Allez, à bientôt en 2026.